Bonjour, notre table ronde d'aujourd'hui aborde un sujet qui a été souvent évoqué lors de précédentes discussions, qui est la question des relations entre le nazisme et l'occultisme. Nous allons donc traiter de cette question entre le mythe et l'histoire. Ce sujet connaît une mode, ou en tout cas un intérêt constant. Actuellement, Stéphane François a relevé dans son livre « Le nazisme revisité » sur le moteur de recherche de Google 28 600 sites traitant de cette question en 2007. Pour discuter de ce sujet, nous sommes donc aujourd'hui avec Philippe Valode, Didier Lemasson et Stéphane François. Je vais donc laisser nos intervenants se présenter rapidement avant de commencer notre débat. Philippe Valode, si vous voulez bien vous présenter en quelques mots. Oui, j'ai écrit quelques livres d'histoire, dont un ou deux sur Hitler, et celui pour lequel vous avez cherché ma coopération pour cette émission, qui s'intitule, c'est mon dernier, Hitler et les sociétés secrètes. Donc c'est je crois que j'ai écrit une cinquantaine de livres, en principe très historiques. Celui-là, j'avoue que est un petit peu une exception. Et je dirais que c'est l'hommage que je rends aux éditions Trajectoire, bien qu'elle ait été publiée par les éditions, que le livre ait été publié par les éditions du Nouveau Monde, parce que j'en ai été le dirigeant pendant 6 ou 7 ans. Voilà. Et donc ça m'a amusé de mélanger ésotérisme et histoire dans un livre dont la thématique reste historique, puisqu'il s'agit d'Hitler et du nazisme, et des sociétés secrètes qui l'ont formaté. D'accord. Didier Lemasson. Eh bien, je ne suis pas un historien comme monsieur, à vrai dire, je suis devenu avec les années. Bon, je suis franc-maçon, j'appartiens à la Grande Loge de France, mais surtout, j'ai une double appartenance. J'appartiens depuis 30 ans à une grande obédience allemande, ce qui m'a permis de beaucoup mieux connaître la franc-maçonnerie allemande de l'intérieur. Et en 2005, j'ai écrit un livre à la demande d'un éditeur, sur je dirais un créneau extrêmement spécifique sur la franc-maçonnerie et le national-socialisme. Et j'ai étendu, pour terminer cette étude portant essentiellement sur l'Allemagne, bien entendu, je l'ai étendu en rappelant ce que la franc-maçonnerie française avait subi sous le régime de Pétain. Voilà. Stéphane François. Je suis politologue et historien des idées et un spécialiste des rapports entre les droites radicales et ce qu'on pourrait appeler de manière générique l'ésotérisme. Et j'ai consacré au rapport entre le nazisme et l'occultisme un ouvrage qui s'intitule « Le nazisme revisité, l'occultisme contre l'histoire » chez Berg International. Je vous remercie. Donc nous allons nous demander ensemble d'où vient cet intérêt pour un occultisme nazi. Quelle est la réalité et la prégnance des théories occultistes dans le national-socialisme? Pour ceci, je propose que nous commencions en premier lieu par les mouvements pré-nationaux-socialistes et en particulier les mouvements folkish. Voilà, donc peut-être définir rapidement ce que l'on peut entendre par folkish. Ce serait une première chose. Je ne sais pas si... Non, allez-y. C'est beaucoup d'honneur. Folkish, si on le traduit mot à mot, c'est populiste. Et non beaucoup mieux que populaire, mouvement populiste. Alors comment les caractériser? Pour ma part, je fais remonter ça très très loin au romantisme allemand et au goût du mystère et au goût de tout ce qui est brumeux, fumeux, etc. Et puis un peu les suites du Sturm und Drang, en quelque sorte. Beaucoup plus que des Lumières. D'ailleurs, je travaille sur les Lumières. On m'a demandé de travailler sur les Lumières en Allemagne. J'avoue que, à part Lessing et partiellement Goethe, je vois pas très bien l'influence que l'Aufklärung a réellement eue sur les Allemands, sur la franc-maçonnerie. Mais ça, c'est un autre thème. Alors, ces mouvements folkish, qui en même temps correspondaient à cette volonté infernale en particulier d'Hitler, Drang nach Osten, le mouvement
le territoire était de l'Allemagne beaucoup trop petit, il faut s'étendre à l'ouest. Alors, à l'est, pardon. Et ça suppose donc l'élimination de toutes les races qui n'étaient pas allemandes, qui n'étaient pas blondes aux yeux bleus, et donc la conquête de la Pologne, la Russie, etc., etc. Je ne sais pas si ma définition de Völkisch est vraiment... elle est complexe, hein. Je ne sais pas si... J'aurais 2-3 points à rajouter. Il semble qu'en français, Völkisch se traduit par raciste, non? Enfin, la traduction qui est utilisée est raciste, non? Le problème, c'est que le terme Völkisch est difficilement traduisible. On l'a traduit par populiste, par populaire, mais avec un sous-entendu racial. Et c'est ce qui a donné, comme l'a montré Taguieff dans son ouvrage sur la force du préjugé, c'est ce qui a donné le terme en français raciste. Pour le borner au niveau chronologique, l'idéologie Völkisch, c'est l'un des courants les plus anciens de ce qu'on appelait la révolution conservatrice allemande. Et ça apparaît fin 19e siècle pour exploser dans les années 20. Comme l'a dit Didier Lemasson, c'est un mouvement complètement irrationnel, tautomane, archaïsant, antisémite, oui, mais pas toujours. Très compliqué. En fait, c'est une nébuleuse assez complexe à définir. Mais le caractère à retenir, c'est le côté irrationnel, romantique, et l'aspect, on va dire, quand même racialiste, ethniciste, très poussé. Oui, moi je dirais juste quelque chose sur la fierté d'être allemand. Quand on lit les quelques textes qu'on possède d'Himmler, en fait, sont plutôt des discours qui ont été retranscrits, pas des discours prononcés lors de grandes cérémonies, mais plutôt des discours prononcés devant l'encadrement SS. Et on voit que, je dirais que l'orgueil allemand commence avec Arminius, le premier révolutionnaire allemand. On plaisante, enfin, je veux dire, c'est un brave garçon qui a été totalement formé par les Romains et qui les trahit. Enfin, c'est notre Vercingétorix, c'est exactement la même chose, lieutenant de César, là, Et puis ensuite, on passe à Henri Ier Loiseleur, celui qui a vaincu les Magyars, j'allais dire les Hongrois, excusez-moi. Le premier qui a vaincu ces peuples. Je reviens vers Bottrost. Voilà, les peuples infâmes de l'Est qui menacent la germanicité aryenne. Et puis, bon, voilà. Et donc, on a toute l'histoire allemande se définit comme ça. Bien sûr, elle s'achève, on le sait bien en France, dans la Galerie des Glaces. Hein. C'est là que la suprématie est portée. Après Sadova, je dirais... Si je peux ajouter juste un petit mot, mais quand j'assiste à des cérémonies, on appelle ça une tenue maçonnique en Allemagne, quel que soit le grade, hein, ce soit celui d'apprenti ou le 10e et dernier degré du rite suédois, les Allemands ont conservé cette tradition très maçonnique de chanter à la fin des travaux. Et ce qui me frappe énormément, quand j'y vais, j'y suis encore la semaine prochaine et au mois de juin à Bayreuth pendant 3 semaines, Unser Vaterland, notre patrie. Et ça c'est quelque chose que je crois nous n'entendons pas ou plus chez nous. Oui, mais pour rebondir sur ce que vous dites, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais simplement si, bon, je suis pas un spécialiste de la franc-maçonnerie allemande, mais si je me trompe pas, la franc-maçonnerie allemande est beaucoup plus conservatrice que la franc-maçonnerie française. C'est peut-être pas le sujet de notre débat d'aujourd'hui, mais... Pour dire quelques mots, ça peut rentrer dans la ça, suite oui, du si propos, vous ça voulez, va... bien sûr, je pense ça peut... volontiers. Conservatrice, je dirais, traditionnaliste, conservatrice des très anciennes traditions, et elle est légaliste. À savoir que les grands maîtres des différentes obédiences, jusqu'à l'interdiction de la maçonnerie allemande par les ordonnances de Göring et de Frick en juillet 1935, à cette époque-là, il y avait 12 obédiences. Maintenant, il n'y en a plus que 3. Ils ont réussi à faire une unité. Ceci étant dit, en 1933, 34-35, ils étaient 80 000 pour 60 millions d'habitants. Maintenant, ils ne sont plus que 14 000 pour 80 millions. Ils ont subi de plein fouet, et là on peut parler de l'influence dans l'inconscient collectif des poursuites qu'ils ont subies. Et ils sont à la recherche de candidats, ils sont très... Alors, quand vous me dites conservatrice, je dirais plutôt
extrêmement traditionnaliste. C'est le sens de conservateur. Si vous voulez. Conserver les traditions. Voilà, conserver la tradition. Tout simplement. Alors, ni politique. Pardonnez-moi de vous interrompre. La non-renaissance de la maçonnerie allemande, c'est le signe de quelque chose d'assez profond, d'un changement total de mentalité, parce que on a d'autres exemples de suppression totale de la franc-maçonnerie. On a 2 fois de suite en France, à la Révolution française, comme vous le savez, où on est passé à peu près 80 000 maçons à la veille de la Révolution, à pratiquement rien pendant la Révolution. Absolument. Et déjà, à la fin du règne en 1814 de Napoléon, on avait reconstitué les effectifs, avec Faille, sous Pétain, etc. Bon, comme vous le savez, on avait encore des effectifs très supérieurs, puisque certes, il y avait 40 000 cotisants, mais on peut estimer que assister aux loges, parce que les 40 000 cotisants, c'était en fait les 40 000 maçons qui avaient des responsabilités dans la maçonnerie. Ça ne voulait pas dire tous les francs-maçons. Bon, tous les francs-maçons, c'était au moins le double. Donc, et aujourd'hui, il y en a entre 200 et 250 000 en France. Bon. Je crois que l'énorme différence qu'il y a entre, en replaçant les deux maçonneries dans le cadre du nazisme, la différence qui est, c'est un monde, à savoir que les Français ont été poursuivis. Bon nombre d'entre nous ont été déportés, fusillés, etc., etc. Fusillés, pas trop. Oui. Très peu. Déportés, faits oui. Prisonniers, victimes de délation, etc. Mais ils n'ont pas pour autant cédé. Alors que la maçonnerie allemande, qui représentait donc ces 80 000 frères en 1935, était à 80% prussienne. Bien sûr. Elle était aristocratique. Voilà, divisée en deux grandes branches, si on peut dire. Les 3 grandes loges appelées Altpreußische Großlogen, grande loge vieille prussienne, mais il y avait parallèlement à ça l'autre maçonnerie allemande, complètement différente, dénommée humanitaire, qu'on pourrait traduire par difficulté de traduction habituelle. Hein. Bon, on peut traduire par humanitaire, je n'aime pas tellement le terme, moi je dirais plutôt libéral. Bon, mais là où j'insiste, c'est que les 3 grandes obédiences ont fait allégeance au Führer dès son arrivée au pouvoir. Les 3 grands maîtres ont écrit. Ensuite, voyant les résistances du régime et voyant que, eh bien, ils se sont transformés en ordre germano-chrétien. Et ils ont perdu, du même coup, toute nature initiatique et toute fonction initiatique. Ils ont tout fait jusqu'au bout pour se sauver. On a même vu, quand j'ai étudié la question, j'en croyais pas mes yeux, mais ça m'a été j'en ai eu confirmation lors de mes différentes visites au fameux Freimaurer Museum de Bayreuth. Il y a des vénérables qui ont dirigé les travaux en uniforme nazi. On y reviendra. On va revenir sur les Völkisch. Ça va être un peu long. Juste pour rebondir sur ce que Didier Lemasson venait de dire, il faut simplement se remettre dans le contexte de l'époque. À partir de juillet 1933, en Allemagne, jusqu'en juillet 1934, il y a une mise au pas. Oui, donc ils n'ont pas le choix. La Gleichschaltung. Ils n'ont pas le choix. Oui. Simplement, c'est soit vous vous soumettez, soit vous êtes interdit. Et là, je retombe sur ce qu'on disait à propos des Völkisch. Il y avait un certain nombre de structures Völkisch néo-païennes en Allemagne, qui étaient d'extrême droite, qui ont soutenu Hitler dans un premier temps. Ça les a pas empêchés de finir en camp de concentration. Ils ont été arrêtés, considérés comme des opposants, parce qu'ils ne rentraient pas dans la communauté du peuple, et ils ont été envoyés en camp. Donc on va peut-être revenir sur les Völkisch justement et les relations entre ces courants Völkisch et les mouvements ou les courants de pensée occultistes. Donc je ne sais pas si... Alors on peut penser à Tulé, on peut penser aussi au mouvement de Guido von List ou de Lanz von Liebensfeld. Je ne sais pas, après ça on peut... Auparavant, l'une des origines des mouvements Völkisch, c'est la société théosophique. Oui. Guido von List, les Guido von List était membre de la société théosophique avant d'évoluer vers des idées Völkisch. Une partie de son bric-à-brac racialiste vient des spéculations de Blavatsky sur les grandes races. J'avais cité Blavatsky. Oui. Ça vient à ce moment-là. Mais les généalogies des mouvements Völkisch, il y en a plusieurs, dont List était théosophe au départ.
Lebensfeld, c'est un ancien prêtre catholique, un ancien moine, pardon, catholique défroqué. Il y a différentes filiations. Simplement, on va dire l'occultisme en Allemagne dans les années fin de siècle, c'est quelque chose de somme toute très banal. C'est quelque chose qui est très partagé. Il y a toute une littérature de mauvaise qualité spécialisée. Ça se vend beaucoup. En fait, ça fait partie d'une ambiance culturelle de l'époque. Lebensfeld, qui a bien connu Hitler, puisque quand il était à l'abbaye de Landsbach, Hitler y était élève, tout jeune élève, tout petit élève. Bon. Et Hitler était à l'époque très impressionné, d'abord, je dirais, par l'ambiance monacale, avec ce style romano-gothique, si j'ose dire, très typiquement germanique, et aussi parce que sur toutes les colonnes, il y avait des swastikas, mais les vrais, celles du jaïnisme, pas les swastikas inversés, c'est-à-dire les positifs qui tournent dans le bon sens, celui de l'axe de la Terre, et pas le soleil inversé et négatif, bien entendu, d'un côté le soleil d'or et de l'autre le soleil noir. Les swastikas dans le sens voilà, avec les crochets dans le sens négatif, bien entendu. Donc, il a donc bien connu à Landsbach, puis ensuite il l'a retrouvé quand il est allé à Munich, hein, bien sûr. Et là, il avait fondé son mouvement. Bon. Et il a toujours gardé sur Hitler, sur un temps court, parce qu'ils ne se sont pas fréquentés très longtemps. Parce qu'ensuite, Hitler est plutôt tombé sous la coupe de la société de Thulé, une influence psychologique, intellectuelle importante, je dirais ésotériste, sur Hitler. Puis, vous citiez Blavatsky, Hélène Blavatsky, mais il faudrait également citer Rudolf Steiner. Bien entendu. Et puis cette kyrielle de mauvais occultistes, etc. Mais alors quelles sont les idées finalement de Lebensfeld et de Liszt, même si elles sont assez différentes, les résumer peut-être assez rapidement de pour manière les très spectateurs. simple, c'est pas compliqué. Liszt, c'est un teutomane. Il était persuadé de pouvoir retrouver l'esprit des anciens Germains en observant le paysage. Voilà. Et il était persuadé de reconnaître les runes dans l'architecture des maisons, dans les maisons à colombage. C'est vraiment un héritier, on va dire, des teutomanes allemands du XVIIIe siècle et du romantisme allemand, comme disait Didier Lemasson, complètement irrationaliste de la fin de siècle. Lebensfeld, ses idées, en fait, c'était un syncrétisme assez particulier entre du christianisme, là je ne parle même plus de catholicisme, du christianisme et de darwinisme social. Lebensfeld, c'était un ami très proche et ils échangeaient pas mal de lettres avec Henschel, et Henschel étant le père du darwinisme social à l'allemande. C'est donc il y en a un qui est, on va dire, un peu passéiste, un peu idolâtre d'un passé germanique qui n'a jamais existé, et de l'autre côté, on a un début de mise en place d'idéologie racialo-darwinisto-chrétienne, pour faire simple. Une mystique du christarien. Toute une mystique du christarien, mais le christarien n'est pas catholique au départ allemande, mais protestante. Donc on sent peut-être l'influence de Luger, du fameux maire antisémite de Vienne, et c'est vrai que ça c'est tout un courant aussi on va dire, de la chrétienté dans les pays de langue allemande. Il y a un courant protestant très nationaliste et très racialiste qui veut se débarrasser dès le XIXe siècle de l'Ancien Testament parce que juif. Tout à fait. Je suis tout à fait de votre avis. Et puis le hasard fait que je sois même protestant luthérien et je me suis intéressé de très très près. Je dirais que, hélas, la doctrine de Luther, eh bien, qu'on le veuille ou non, elle nous mène indirectement à Bismarck et à Hitler. Parce que dans la doctrine de Luther, le citoyen chrétien doit être fidèle au souverain, fidèle à l'ordre établi. On ne discute pas. On a parlé à propos de Frédéric II d'une morale laïque. Et si dans la doctrine de Luther, le luthérien, le protestant a toute liberté de s'adresser directement à Dieu, en revanche, de manière intangible, il doit être respectueux de l'ordre établi.
C'est l'origine du légalisme allemand. Voilà. Tout ce qu'on appelle le prussianisme. Tout à fait, tout à fait. Ça, l'influence des pays du protestantisme luthérien en Allemagne a été considérable, à mon sens, sans vouloir être absolu. Oui, on peut même ajouter, enfin, qu'on a eu une bataille qui est assez célèbre sur la numérologie, puisque les numérologues allemands prétendaient que la numérologie était manipulée par les Juifs depuis évidemment des siècles et que c'est ça qui leur avait permis de prendre la place de peuple élu. Bon. Et que eux se faisaient fort de démontrer que c'était contraire à la réalité et que le peuple élu c'était naturellement le peuple arien, le peuple germain, etc. Voilà. Donc effectivement, on est dans quelque chose d'absolument abracadabrantesque, enfin, je ne sais pas comment le qualifier autrement, qui n'a plus rien à voir avec ce que j'appelle la philosophie au sens grec du terme. On l'a complètement abandonné, on en est très loin. On est dans le domaine du slogan inversé. Et vraiment sans intérêt philosophique. Et je voudrais peut-être ajouter à ce qu'a dit très bien Stéphane François, je crois qu'il faudrait ajouter toutes ces sociétés secrètes. Il n'y a pas que Liszt, Liebenfeld. Il y a fourmillement. Le créateur du Germanenorden. Je me souviens plus de son nom. Theodor Fritsch. Fritsch. Et le créateur de l'Ordo Novi Templi, l'ordre nouveau du Temple. Liebenfels. Et je vois très bien, ayant fait de nombreux séjours privés en Autriche, je vois très bien où il siégeait. C'est un château qui est encore en plein milieu d'une route nationale, au sud de Salzbourg. Je ne me souviens plus exactement du nom. Et tout ceci me rappelle, je pense que vous avez lu comme moi ce livre, Les entretiens de Hitler avec Hermann Rauschning. Gespräche mit Hitler. Hitler me dit, selon la traduction, il est de bon ton à l'heure actuelle de tout remettre en cause. Alors on dit que c'est pas vrai, ça a été dit, bon, tant pis, moi je pense que ça a été dit, et ce qui m'a tout de suite frappé, quand je l'ai lu la première fois, je l'ai lu en allemand il y a une vingtaine d'années, quand Hitler dit à Hermann Rauschning, à propos et des jésuites et des francs-maçons, ne voyez-vous pas que notre ordre doit être copié sur leur propre organisation. Et on en vient au der Schwarze Orden, l'ordre noir. Pardon. Non, c'est moi qui vous coupe, au contraire. Justement, pour Rauschning, c'est vrai que, bon, moi, je suis historien universitaire, donc j'ai plutôt partie des gens qui déboulonnent à peu près tout. C'est vrai que le texte prête à caution, mais au-delà de ça, il a été considéré par beaucoup comme un témoignage. Si Rauschning prend peut-être des libertés avec la réalité, je pense qu'une partie du fond développé est vraie. En particulier pour l'ordre noir. De toute manière, l'ordre noir, l'influence des jésuites, on va la retrouver chez Himmler. Et pour revenir à ce que disait Didier Lemasson à propos de Fritsch, du Germanenorden, etc., il y a aussi un autre mouvement qui se greffe sur les Völkisch et dont on n'a pas encore parlé pour l'instant, c'est le pangermanisme. Voilà, parce que Fritsch, justement, c'est ça qui m'a fait penser à cette idée. Fritsch est à la fois un Völkisch, il a tout un délire ottoman, son journal s'appelle Hammer, Marteau, etc. Et d'un autre côté, Fritsch est un des membres influents du mouvement pangermaniste. C'est aussi un antisémite, et un des premiers antisémites allemands. Et c'est un gros théoricien. Qui compile pendant des années et des années l'ensemble des écrits antisémites. Il y a une thèse qui a été faite dessus, malheureusement elle n'a jamais été publiée. Il y a une monographie en allemand aussi qui existe. C'est possible, oui. Et donc c'est vrai que tous ces milieux-là, en fait, c'est un milieu qui a été favorable, je dirais précurseur, au nazisme. C'est pas l'origine du nazisme, mais c'est un climat qui fait que les milieux nazis ont pu se développer. Ces mouvements représentent quantitativement, on en a une idée Quantitativement, non, il n'y a pas d'idée. Le seul qui s'est un peu penché sérieusement sur la question et qui est disponible en français, c'est Armin Moller, dans sa thèse sur la révolution conservatrice. Et il en est arrivé à un nombre groupusculaire qui doit tourner autour des 200. La liste n'est pas exhaustive et simplement le problème c'est que même s'il y a une multiplication de structures, généralement ça ne regroupe qu'une personne autour d'une table. Donc on ne sait pas trop, mais c'est un climat social, culturel qui est franchement important en Allemagne à cette époque. Il y a quand même des revues qui sont publiées. Enfin, par exemple, Liebensfeld publie la revue Ostara. Ostara. Il y a plusieurs collaborateurs qui
Mais Ostara est autrichien. C'est autrichien, c'est un mouvement qui Mais se passe en... Oui. en Allemagne, il y a Hammer. De Fritsch. Il y en a plusieurs. Mais les revues sont très éphémères. On peut le lecteur, les équipes se renouvellent fréquemment. On ne peut pas donner de... Tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est un climat, on va dire, assez courant à l'époque. D'accord. Et donc, parmi tous ces mouvements, il y en a un qui aura une postérité particulière, qui est donc le mouvement de Sobetendorf, qui est la société de Thulé. Hein. Oui. Enfin, on pourrait plutôt dire que c'est le mouvement de la Haushofer, enfin que de Sobetendorf. Stéphane François n'a pas l'air d'accord avec... Ah bon? Non, mais allez-y, et puis... Donc, Haushofer, historiquement, il est très bien repéré, c'est le plus jeune général de l'armée allemande en 1918. C'est un Donc, géopoliticien. il fera après son institut de géopolitique, bien entendu. Mais à cette époque-là, pas du tout. Il est général de l'armée allemande et le plus jeune promu sur le champ de bataille. À ce grade-là, en 18. Bon. Et von Sebetendorf, bon, c'est le fils d'un cheminot allemand qui a été adopté par un von Sebetendorf en Turquie. Bon, qui est un être très mal connu, qui réside en Allemagne beaucoup moins qu'en Turquie, et qui est probablement le refondateur en fait de la société de Thulé juste après la guerre, peut-être même dès 17, voilà, bon, dès 1917. Bon, ce sont des gens qui ne sont pas du tout extrémistes, en tout cas von Sebetendorf n'est pas un extrémiste. On pourrait presque dire que c'est un démocrate converti en autoritariste. C'est-à-dire que son but, c'est une réforme politique de l'Allemagne qui dote le pays d'un vrai leader, qui soit capable de résister en fait aux conséquences de traité de Versailles, si possible de les annuler, mais tout en préservant quand même l'essence démocratique d'un régime, c'est-à-dire le vote populaire, hein, puisque on comprend bien la grande différence qu'il peut y avoir, par exemple, entre le mouvement nazi qui parvient par les urnes, quand même, à s'emparer de la chancellerie, puis de la présidence, avec, par exemple, l'État français de Pétain, où il n'y a aucun vote. Je veux dire, il y a une assemblée qui vote les pleins pouvoirs à un maréchal en s'auto-détruisant. Bon, ça n'a rien à voir. Enfin, on n'est plus dans une démocratie, enfin, tel qu'on nous l'a défini depuis 2500 ans. Bon, voilà. Donc, von Sebetendorf, lui, son idée, c'est en fait une sorte de renouveau par un État autoritaire, un peu inspiré de ce qu'a pu être une sorte d'empire intelligent, on va dire, mais avec plutôt un président qu'un empereur. Voilà. Et après, bien entendu, les choses vont beaucoup dériver. Alors, est-ce que von Sebetendorf a bien connu Hitler? Est-ce que Hitler a adhéré à la société de Thulé? Personne ne peut en faire la démonstration. Et très objectivement, là, je parle en tant que, historien entre guillemets, parce que bon, je crois que le sujet est très complexe. Et c'est très complexe. On n'a pas de preuves très fermes. On a bien sûr la fameuse liste qui a été publiée, mais qui l'a conçue et voilà. Et ce qu'on peut dire, c'est que il y a dans les membres de la société de Thulé, et ça on en est sûr, des gens comme Hess, etc. Je parle de Hess parce que c'était vraiment l'ami du futur Führer, qui ont vraiment appartenu, eux, à la société, on en est sûr. Donc, que, directement ou indirectement, la société de Thulé ait eu sur l'esprit d'Hitler, un esprit d'une qualité quand même moyenne au plan de la structure cérébrale. Je me suis toujours demandé... Et ça, c'est sans doute vrai. Pardon, j'en ai terminé. Je vous en prie. Stéphane François qui voulait dire quelque chose. La vie de Haushofer est très bien connue. Il n'a jamais fait partie de la société de Thulé. J'ai pas dit qu'il en avait fait partie. J'ai dit qu'il était probablement... Je parlais de von Sebetendorf. Haushofer, on n'en sait rien. Au début, vous avez parlé de Haushofer. Objectivement... Non. Ça, je crois qu'on ne peut pas le dire connu, comme ça. Parce que Haushofer, dans les milieux universitaires, est toujours très lu. Ses manuels de géopolitique sont toujours très réédités. Et il y a des études de fait. Et honnêtement, on a les deux thèses.
Et d'un point de vue universitaire, de géopolitologue, y compris de géopolitologue de droite, non, la biographie de Haushofer ne pose aucun problème. Ce bricolage bibliographique, ça vient du Matin des magiciens. Pour Sebodendorf, là je suis désolé, mais je suis vraiment pas du tout d'accord. Sebodendorf a créé sa société Thulé pendant la Première Guerre mondiale en étant une antenne du Germanenorden de Fritsch. Donc pan-germaniste dès le départ. Absolument. C'est un mouvement pan-germaniste dès le départ. Ensuite, la présence de nazis au sein du... Non, mais nazis, ça n'existait pas. Non, mais de futurs nazis comme S. C'est vrai que certains en ont fait partie, mais comme le montre François Delplat dans sa biographie sur Hitler, c'est des minoritaires. Pourquoi ? La Thulé est une société aristocratique et les barrières sociales étant ce qu'elles étaient en Allemagne, un homme du peuple était toujours très mal considéré. Mais la Thulé, dès le départ, c'est un groupe pan-germaniste, raciste, folkish, antisémite, anticommuniste. Et voilà. Et la biographie de Sebodendorf est très bien connue. Il y a Thierry Zarkon qui a écrit un très gros article sur le cas, qui a été publié, si je me trompe pas, dans une revue maçonnique. Alors je ne sais plus si c'est Renaissance traditionnelle ou Vers la tradition. Et Sebodendorf, sa vie est très bien connue. Il y a eu, et en Turquie, il y a des archives qui ont été ouvertes et on sait où il est mort. Au Caire en 55 ou 56. Donc la légende. Et visiblement, c'était un agent double ou un agent triple. Après qu'il ait été plus ou moins démocrate autoritaire, ça, je laisse le bénéfice du doute parce qu'il y a tellement de choses qui ont été écrites dessus que. Mais alors je vous en prie. Je me suis toujours demandé comment et pourquoi S avait sauvé sa tête à Nuremberg. Parce qu'en fait, S était considéré comme fou. Oui. Non, mais c'est une hypothèse. Oui, mais satisfaisante, mais qui ne me satisfait pas. Parce que depuis 1941, il participait plus aux folies du régime, et c'est ce qui lui a permis d'échapper à la peine de mort. En tout cas, c'est quand on lit le procès, c'est dans les attendus du procès, c'est très clair. C'est très clair, mais c'est vrai qu'à Nuremberg, on met aussi en avant le fait qu'il ne soit pas forcément mentalement très stable. Beaucoup de personnes à Nuremberg ont aussi... c'était une défense... Il y en a plusieurs. Mais c'est vrai que S, il y a cette chose-là. Bon, S à côté, c'est vrai que c'est la figure typique du folkish, complètement irrationnel, attiré par la médecine douce, l'astrologie, le végétarisme et d'autres choses. Oui, absolument. Donc c'est une figure qui dénote un peu dans cet environnement. J'aurais voulu revenir quand même, parce que je suis vraiment gêné parce que vous avez dit sur la connaissance très claire de la vie de Sebodendorf. Moi, j'ai pas tout lu ce qui a été écrit sur Sebodendorf, bien entendu, mais c'est pas du tout ce qui m'est apparu dans la manière d'appréhender le personnage. Au contraire, il m'est apparu qu'on écrivait des choses totalement contradictoires sur lui. Il y a des choses complètement contradictoires, je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà. Et c'est ce qui me gênait dans votre il y a assertion des choses, un peu brutale, enfin, si j'ose dire. Non, simplement, je cite et je m'appuie sur les travaux d'un universitaire, Thierry Zarkon, qui est un excellent spécialiste de la maçonnerie turque, et qui est Il a fait un bouquin sur la maçonnerie turque qui démontre que le monde musulman, etc., est beaucoup plus proche. Oui. Et donc, il a fait vraiment un énorme travail, parce que quand j'ai écrit mon ouvrage... Vous l'avez lu, moi aussi. Lorsque j'ai écrit mon ouvrage, j'ai posé la question à Zarkon sur le cas de Sebodendorf, donc il a été très clair. Ouais. Donc là, on va dire que je suis entièrement tributaire des travaux de Thierry Zarkon. Simplement, il m'a semblé, dans tout ce que j'ai lu, qu'on n'était même pas capable de reconstituer sa vie année par année. Et pas capable de savoir quel est le temps qu'il avait, le temps qu'il avait passé réellement en Allemagne, sous le régime hitlérien. Mais de toute manière, sous le régime hitlérien, très peu, la question... semble-t-il. La réponse est assez simple. C'est-à-dire après 1933, on est d'accord. Il est parti dès la prise du pouvoir par les nazis quasiment. Voilà. Pratiquement, mais il est revenu à certains. Voilà. Il est revenu plusieurs fois. Non, c'est important parce que je veux dire, c'est un personnage clé, probablement. Sans doute. Mais donc cette société de Thulé à quelle audience et quel genre d'activité? On est dans l'Allemagne juste. C'est un groupuscule politique auquel participent des gens influents.
Oui, ça c'est très important, le côté influent. C'est un groupe de folkish, anticommunistes, antisémites, de notables. Voilà. La liste est connue. Il y a un certain nombre d'aristocrates. Combien de membres à peu près? Pardon? Combien de membres à peu près? 273, dit-on, d'après la liste qui a été... Voilà. Bon, c'est pas beaucoup. Hein. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de notables, dont des membres de la famille de Touré-Taxi, qui seront fusillés. Qui a été fusillé pendant la Révolution. La révolution bolchevique. De Munich. Et c'est des choses, voilà, c'est très minoritaire simplement, comme l'a dit Monsieur Valode. On ne sait même pas si Hitler en a fait partie. D'ailleurs, a priori, d'après les spécialistes les biographes de Hitler, Hitler n'en aurait pas fait partie. Sans doute, c'est l'hypothèse la plus Parce que justement, il aurait un côté trop populaire, trop issu du peuple pour ces milieux de la Tulée. Et quelles étaient les activités de ce groupe? Activités anticommunistes, antisémites et, comme l'a dit Monsieur Valode, la volonté d'annuler par n'importe quel moyen et la révolution bolchevique et le traité de Versailles. Un mouvement nationaliste. Parce que le mouvement est souvent présenté comme une société secrète, ce qui n'est absolument pas le cas. Non du tout. Il y a même une publication, je crois qu'ils ont un journal et qui donne des conférences. Oui, mais on va dire qu'ils vont utiliser, comme beaucoup de milieux folkish, un bricolage germanisant ottomane pour se donner un apparat. Voilà, mais il n'y a rien de. C'est pas une société secrète, c'est pas un mouvement initiatique, c'est pas. Voilà. Il n'y a pas de rituel d'initiation, il n'y a pas. Non, s'il y a des rituels d'initiation, c'est dans le registre de mouvement paramaçonnique, mais guère plus. Il y a, semble-t-il, quand même un rituel où on se fait une incision au bras, et, voilà, le sang coule, enfin, voilà, enfin, je veux dire, bon. Enfin, c'est un peu mieux que la maçonnerie française contemporaine, si je peux dire. Bon. Il y a belle lurette que l'épreuve du sang a disparu et elle a pris une autre forme. Mais vous évoquez l'épreuve du sang, tous les officiers supérieurs de la SS subissaient cette épreuve. De même que dans les exercices, à balles réelles. Et il y en a qui, au cours d'exercices, sont passés de vie à trépas, au nom du Schwarzer Orden, l'épreuve du sang. Le don du sang, ça faisait partie du... Je ne suis pas un spécialiste de la SS, il s'en fout, mais ça faisait partie du statut de l'officier SS. Voilà. Mais une pratique qui est même dans les cercles étudiants, de faire des duels. Bien sûr, j'ai des amis allemands qui ont maintenant un grand âge, qui ont sérieusement balafré sur le côté. Alors, on leur pose pas la question, ils le disent eux-mêmes. Bien, bref. Et quelle est l'influence de ce milieu? Donc, on a parlé à la Société de Tulé, Liebensfeld, sur le premier mouvement national-socialiste à Munich. C'est à vous de vous demander ça. C'est une influence financière. C'est-à-dire que... C'est Bodendorf et c'est celui qui s'est porté acquéreur au nom de la Tulée du Völkischer Beobachter, le journal qui allait devenir le journal du parti nazi. Et à côté de ça, c'est vrai qu'il y a, on va dire, une sorte de passage de témoin avec la création du DAP, donc l'ancêtre du parti nazi, où là, Bodendorf et les membres de la Tulée vont essayer d'influencer le peuple, puisqu'il faut quand même s'appuyer sur le peuple pour faire une contre-révolution. Et d'un côté, le premier mouvement nazi va se développer et la Tulée va dépérir. Voilà, c'est, on va dire, une sorte de passage de témoin, une mutation. Avec un passage idéologique entre les mouvements ou un passage seulement financier? Le passage idéologique, comme je l'ai dit, c'était déjà une idéologie très prégnante à l'époque. Donc dire qu'il y a un passage idéologique, oui et non. Parce que, bon, de folkish à folkish, on reste dans les milieux folkish, tout simplement. Mais beaucoup de nazis, d'ailleurs, ont dépassé folkish, mais pas au sein de la Tulée ou pas au sein de ces mouvements-là. Himmler était un ancien des Hertamannen, donc mouvement agricole qui voulait créer des fermes de colons soldats à l'Est. Himmler, c'était un éleveur de poules. Un ingénieur agronome. C'est connu. Mais voilà, c'est... C'est pas de moi. On va dire que c'est un milieu nébuleuse intellectuelle plus qu'autre chose. D'accord. Et quelle est l'influence ensuite de cette nébuleuse intellectuelle quand le Parti national-socialiste
va monter progressivement dans les suffrages jusqu'à l'avènement d'Hitler en C'est 1933. pas compliqué. Hitler, dans Mein Kampf, va taper à bâton rompu sur les Völkisch. Il va les traiter de tous les noms. Le parti nazi, dans les années 20, va prendre une coloration national-bolchevique, où là, il n'y a plus du tout de sous-entendu, on va dire, Völkisch. Comment on peut expliquer ce revirement d'un mouvement issu finalement, ou Bah, du moins soutenu par... parce qu'il y aura l'influence très importante, c'est pas un revirement, c'est que l'ère d'influence du parti nazi va se développer, et celui qui va faire beaucoup pour l'essor du parti nazi, ça va être Strasser. Donc je me trompe tout le temps entre Otto et Grégor, l'un des deux frères, et c'est lui qui va donner une coloration nationale-bolchevique. Et ça va partir de ce moment-là. Göring, par exemple, ou Goebbels n'ont aucun intérêt pour les idées Völkisch, n'ont aucun intérêt pour l'occultisme. Par contre, ce genre de spéculation, comme l'a dit M. Valode tout à l'heure, on va la retrouver par exemple chez un Himmler. Himmler et d'autres. Enfin, mais ça sera minoritaire. Rosenberg, c'est un peu différent. C'était originaire du parti, Rosenberg. Oui, mais enfin assez marqué. S aussi. Justement, C'est un Balte. Un Balte. Un Balte. J'ai un problème avec Rosenberg parce qu'il n'est pas Völkisch. Non, mais il est marqué quand même par le germanisme. Voilà, mais comme on l'a dit, comme l'a précisé Monsieur Didier Lemasson, c'est un christianisme déjudéalisé né du luthéranisme. Rosenberg l'a dit, écrit, hurlé, Wodan est mort. Il voulait un protestantisme déjuivé. Donc c'est un autre courant qui peut avoir des liens avec les Völkisch, mais c'est un autre courant. Merci. Enfin, je reste persuadé, puisqu'on parlait de la Thule-Gesellschaft et de toutes ces sociétés secrètes, toute cette mosaïque de sociétés, je reste infiniment persuadé que, même si on n'en a pas de preuves, et si on n'est pas en présence, par exemple, de rituels, je suis infiniment persuadé que Hitler a été suscité du point de vue, je dirais, d'une spiritualité. C'est pas le mot. Noir. Entièrement noir. Il a été le jouet de cette magie noire qui existe réellement. Il y a qu'à voir, il faut le voir prononcer un discours, en particulier à Nuremberg, et en sortir complètement lavé, lessivé, les yeux complètement autre part. Hein. Il maigrissait de 3... Comment ? Il maigrissait de 3 kilos par discours. Non, oui. Et il avait d'ailleurs des bouteilles d'eau. Oui, non, mais il apportait régulièrement. Je suis sûr qu'il a été une émanation et suscité par des forces négatives, des forces noires. Il a été, certains initiateurs ont dû trouver en lui le terrain favorable. Enfin, c'est une hypothèse que j'aimais, mais bon. Voilà. Je suis pas tout à fait d'accord, mais tant mieux. Tant mieux. Tant Oui. mieux. Déjà, bon, c'est juste, il y a un flou dans le terme. Avec le terme de magie noire, je développerai ça après. Simplement, les messes de Nuremberg, les grands messes de Nuremberg, comme on appelle ça, avec Hitler qui manipule la foule, ça, c'est pas du tout une technique magique, c'est une technique qui a été mise au point par les futuristes en Italie, en particulier par D'Annunzio, pour manipuler les foules. Ça vient déjà de là. Bon, il y a déjà le premier point. 2, Hitler, a priori, on sait qu'il prenait certaines drogues avant les discours pour se donner un coup de fouet. Donc ça peut jouer aussi avec le côté halluciné, la perte de poids. Esprit moyen, je suis pas d'accord. Ça, c'est une image qu'on a donnée après la guerre de Hitler pour tenter de le décrédibiliser. Hitler lisait et il était kantien. C'était un grand lecteur de Kant plus que de Nietzsche. Donc on retrouve le côté légaliste typiquement allemand. Hitler n'était pas si bête que ça. C'est un autodidacte qui avait des références abracadabrantesques, pour reprendre l'expression de M. Valode. Non, il y a des choses comme ça, mais par contre, considérer la magie noire... Je peux me noire... permettre de vous interrompre pour aller dans votre sens, parce que, par exemple, Hitler adorait Shakespeare, et je peux vous dire qu'il connaissait des scènes entières de Jules César. Oui, tout à fait. Bon.
Alors c'est assez amusant parce que en même temps il aimait beaucoup, évidemment, tous les écrivains allemands, il les adorait, y compris Thomas Mann, et bien sûr, à plus forte raison, Nietzsche. Bon, il avait lu, bien sûr, Spengler, il avait lu des gens comme ça, naturellement, c'était pas un abruti. C'était aussi un amateur de cinéma. Et alors, ce qui est amusant, c'est que dans sa bibliothèque, on a le livre qui est le plus annoté de sa main, c'est La casse de l'oncle Tom, ce qui est assez rigolo, et compte tenu de ce qui s'est passé après. Voilà. Non, mais tout à fait d'accord. Et voilà, c'est quand même pour. Il n'était pas, c'est pas le crétin. Mais c'était quelqu'un d'assez cultivé même. Oui, mais autodidacte. Autodidacte, c'est-à-dire fait par morceaux. Et sans cohérence au départ, donc la cohérence se constituant ensuite. Et c'est pour ça que Magie Noire, dire qu'il est le pantin, comme dans le Matin des magiciens, d'une société secrète, non, j'y crois pas. Mais si on considère la magie noire comme un esprit au sens psychanalytique, pas simplement pervers, oui, tout à fait. Tout à fait. Là, d'ailleurs, il y a certains passages de Rochning, s'ils sont exacts, montrent le caractère psychotique de Hitler. Ces crises d'hallucination la nuit en disant ils sont là, ils sont là, ils sont là. Il faut se mettre au niveau simplement du texte psychanalytique. C'est pas un esprit supérieur, c'est pas un supérieur inconnu. C'est simplement le type qui se pique une crise de délirium tremens ou d'hallucination en pleine nuit. Et pour ajouter, c'est un calculateur. C'est-à-dire que dès l'origine, il a été calculateur. Il a complètement inventé sa vie miséreuse de Vienne, puisqu'il avait touché un héritage de sa mère et de sa tante, que deuxièmement, il vendait pas si mal que ça des peintures qui sont plutôt d'une bonne qualité, il suffit de les regarder aujourd'hui. Bon, je veux dire, si on gommait le nom d'artiste, j'ose dire, on trouverait preneur facilement, parce que c'est plutôt des peintures intelligentes, bon, et sensibles. Et Hitler, donc, a souhaité d'abord, a disparu dans le milieu populaire autrichien, en s'embauchant dans une entreprise de travaux publics, parce que c'est là que c'est le plus facile, évidemment, on devient manœuvre, si j'ose dire, en moins d'une heure, bon, pour échapper au service militaire autrichien, parce qu'il voulait surtout pas faire son service militaire chez cette bande de semi-slaves, enfin, si j'ose dire. Il y avait qu'un tiers d'Autrichiens pour un autre tiers de Croates, un dernier tiers de Slaves serbes. Et donc, voilà, l'Empire est une mosaïque, et c'est pour ça qu'il s'est embauché ensuite, mais bavaroise, comme vous savez, en 14. Bon. Et donc, c'est quelqu'un qui est très calculateur, il est capable, pour atteindre l'objectif, de passer par une ère difficile, où il doit résister, donc c'est un caractère en même temps. Non, c'est bien, c'est ce qui montre qu'il n'était pas si... Donc ça peut pas être quelqu'un qu'on peut manipuler comme une marionnette. Voilà. Comme vous l'avez dit, de toute manière, pour ces tableaux, ils n'étaient pas si mauvais. Ici, il a raté le concours des Beaux-Arts, c'est parce qu'il ne travaillait pas, tout simplement. Voilà. Voilà, il ne travaillait pas. Parce que, bon, ces peintures, c'est vrai que c'est pas les croûtes qu'on a pu dire après la guerre. Absolument. Pas du tout. Il a raté 2 fois le concours, mais une seule fois dans les Beaux-Arts. La deuxième fois, c'était sûr. Et donc, finalement, le régime national-socialiste va arriver au pouvoir dans les conditions qu'on connaît. Au sein de ce régime... Et qu'on connaît pas, si vous permettez. Ah. Oui. Parce que il y est arrivé, bon, on sait comment, mais c'est parce qu'on a écarté le président. Bon, le président, qui était le vieux maréchal, Hindenburg. Bon, et comment? Parce que son fils, par hasard, laissait échapper dans une discussion le fait que son père lui avait transmis un immense domaine qui lui avait été donné par des financeurs du régime, 2000 hectares quand même, sans payer les droits de succession. Bon. Et donc ça a permis à Hitler d'avoir un point de pression très violent sur le maréchal, et c'est ce qui lui a permis de gagner le pouvoir. Il n'empêche tout de même pas qu'il est arrivé, vous avez vu le basculement qui s'est produit, je me souviens plus de mémoire du nombre de voix qu'il a réunies, et qui l'ont porté au pouvoir. Oui, sauf qu'en 1934 encore, il réunit que 47% des voix. Voilà. Il n'est pas majoritaire. Et puis
n'oublions pas non Dernière plus. élection législative avant la fin. Oui, mais en 1934, on est déjà à la fin de la mise au pas. Il a déjà pris le contrôle de toutes les sphères. Et juste avant la suppression des élections, il n'obtient que 47,5 à peu près. Ein Reich, ein Volk, ein Führer. Hein. Et n'oublions pas qu'il a été amené au pouvoir également par les grands industriels, hein. Les Siemens, les Krupp et compagnie. Hein. Et surtout l'Ilie Farben aussi. Qui ont financé leur... Oui, c'est le front de Habsbourg. Oui. Mais Hitler, en toute manière, on sait très bien comment il a pris le pouvoir. Il a créé le désordre dans les rues avec les SA. Oui. Il a créé un système de terreur auquel répondait une contre-terreur par les groupes paramilitaires communistes. Oui. Là-dessus, c'est greffé une crise de régime très profonde. Il y a eu les règlements de compte entre Papen et Schleicher. Oui, ça c'est sûr. Quand Schleicher Papen a été viré par Schleicher. Il C'est avait clair. qu'une idée, se venger. Il a fait le pacte avec le diable. Voilà. Et à partir de Et là... ensuite, il y a eu l'histoire de la compromission d'Hindenburg, et Hindenburg a été forcé de l'appeler, Voilà. faute de quoi on révélait le scandale. Donc la Bon, prise de pouvoir, c'est très clair. Voilà, hein, de la non-paiement des droits de succession, des droits de mutation, pardon, de succession. Au sein du régime national-socialiste institué, il y a plusieurs personnages auxquels on attribue des relations avec des milieux occultistes, donc Himmler, Rudolf Hess, ou encore Otto Rahn. Ah, Otto Rahn. Goebbels, c'est quand même Göring qui était quand même la figure de proue. Je veux dire, Göring, si les Français veulent se rendre compte de ce qu'est Göring, pensons à Guynemer. Voilà, c'est l'as de l'armée allemande après le baron, de l'aviation allemande après le baron rouge. Je veux dire, et c'est le premier qui, quand même, dès 22, en adhérant, rend le mouvement acceptable. Bon, par tous les milieux fortunés, on peut dire. Au sein du premier cercle nazi, il y avait très peu de Völkisch. Les plus connus étant Hess et Himmler. Otto Rahn, faut déboulonner Oui. encore une fois le mythe. Rahn n'était qu'un doctorant en littérature qui s'intéressait à la mythologie cathare, et sa thèse a été financée par Himmler. Voilà, tout simplement. Dans le premier texte de Rahn, c'est un texte Völkisch, on va dire de bonne qualité. Bon, Il ne mérite pas plus dans notre conversation que d'être cité. Voilà, c'est tout. La fameuse recherche du Graal, etc. Bon, il s'est fait On dira manipuler. jusqu'à la fin des temps. Alors, Rahn est connu aussi parce que c'est les positions qu'il développe dans son premier ouvrage sur le Graal sont des positions qui ont été influencées par les régionalistes cathares de l'époque, avec tous les milieux occultistes de cette époque. Sinon, voilà, c'est tout. On y reviendra peut-être dans le mythe après, dans la deuxième partie de la discussion. Et donc Himmler, peut-être quelques mots sur Himmler, et en particulier avec Karl Maria Willigut. Himmler est juste c'est un tautomane, voilà, un Völkisch. Il était persuadé d'être l'incarnation de Henry Weisler. Il voulait recréer une mythologie, il voulait créer une nouvelle mythologie germanique à partir d'un passé qu'il n'a jamais compris et qu'il a complètement inventé. Voilà, tout est dit en peu de choses. Et c'était un esprit quand même relativement crédule. Et il a été fasciné par un type qui a fait 10 ans d'hôpital psychiatrique, qui s'appelait Weister, connu dans son engagement sous la SS, sous le nom de Willigut. Et Willigut est un disciple de Liszt, et était persuadé de posséder la mémoire immémoriale de ses ancêtres. Et là, ça relève plutôt de la pathologie Willigut a joué un rôle mineur dans la SS, il a fait quand même quelque chose, comme les bagues avec les runes, mais il va vite se faire marginaliser par l'entourage de Himmler, et il sera exclu très rapidement. Tout à fait d'accord avec vous, mais n'oubliez tout de même pas qu'Himmler a voulu créer ce qu'il a appelé l'ordre noir, der Schwarze Orden. N'oubliez pas cette fameuse phrase. Einen guten Orden deutschen Blutes, der Deutschland dienen kann. Un ordre de sang pur qui puisse servir l'Allemagne. Oui, tout à fait. Mais cet ordre-là, je suis désolé, moi je ne le vois pas dans un ordre ésotérique, mais un ordre chevaleresque. Il n'est pas ésotérique, mais il a... Il est chevaleresque puisque à Pannenberg, oui, c'est ça, juste à côté de Rappelons que Pannenberg, c'est là que Charlemagne avait réuni tous ses pairs
et qu'il avait décidé l'intervention au-delà des Pyrénées en Espagne à la demande de l'émir de Saragosse. Bon, et quelques siècles plus tard, c'est là que, dans le château, vous avez vu la table avec les 13 couverts, enfin dans le sien, 1 plus 12. Ils étaient 13, non? Il était le 13e, lui. Voilà. Mais, et le 13e, toujours vide. Voilà. Réservé aux Führer. Et vous n'êtes pas sans savoir que en République fédérale d'Allemagne à l'heure actuelle, à Wewelsburg, la République fédérale finance un musée du nazisme. Hein, et il a bien été précisé que ce n'était pas pour en faire l'apologie, hein, mais pour réunir le maximum de souvenirs, enfin de ce qui peut rester des Himmler et des dignitaires et tout leur fatras, etc. Mais il en reste, je crois qu'on y viendra plus tard, non? Oui. Il y a manifestement, à travers cette notion d'ordre noir, de Schwarze Orden, quelque chose de pseudo-ésotérisme, de pas limitation, et on rejoint peut-être ce que disait Hitler à Hermann Rauschning. Mais est-ce que vous ne voyez pas que ces gens-là, les francs-maçons, il faut imiter leur organisation? En même temps les détruire, mais imiter leur organisation. Il en a dit autant des jésuites. Oui, tout à fait. Mais parce que ça, c'est simplement parce que c'était des systèmes qui fonctionnaient. Oui. Donc c'était... Parce qu'il avait tiré chez les jésuites, on voit bien ce que c'était. C'était l'obéissance absolue qui règne dans l'ordre et l'organisation absolue qui règne dans l'ordre. Mais ça, on va le retrouver dans la SS, ce côté très carré. Parce que le nazi, c'est quand même une polycratie un peu anarchique, et où chaque responsable nazi tirant la... Mais au sein de la SS, c'est vrai que là, ça sera quelque chose de quasiment militaire. Vous venez de dire quelque chose de très important, c'est un État, et on ne le dit pas assez, c'était un État polyarchique. Je vous remercie d'avoir dit ça parce que c'est très très important. Ah ben on pourrait dire que c'est même le nazisme, si on en retire la Wehrmacht, c'est parti NSDAP contre SS, c'est-à-dire le parti des SS face au parti populaire nazi d'origine. Oui, mais de toute manière, au fur et à mesure, la SS va prendre le contrôle. Chacun travaillait pour soi. Chacun travaille pour ça, mais la SS va prendre le contrôle et à partir de 41-42, on ne parle plus d'État nazi, mais d'État SS. Voilà, absolument. Himmler a réussi à contrôler tous les aspects de la société. Tout à fait.